La qualité des images, c'est le deuxième élément très important de l'optimisation. On va comparer ces deux images cliniques avec la première, qui est une image qui a été prise avec un champ moyen, avec une dose faible et un voxel à 200 microns, qui nous permet de voir très bien cette image infectieuse, qui nous permet de voir aussi l'os, et qui nous permet de constater le bruit. L'effet du bruit, c'est ça, c'est ce piqueté de l'image que vous voyez un petit peu partout. Donc l'image est un peu détériorée par ça, mais en même temps, c'est ce qu'on voulait voir, on n'avait pas besoin de plus pour regarder ce qu'on avait à voir. La deuxième image, elle est quand même beaucoup plus significative et on va voir quelque chose de plus intéressant. On a une image beaucoup plus contrastée, on n'a pas de bruit parce qu'on a une dose un peu plus forte, on a un voxel très petit et on a un champ tout petit, on a un 4:4. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image qui est plus intéressant? Bien, simplement qu'on n'aurait pas pu voir avec du 200 ou du 300 microns, c'est cette toute petite ankylose que vous voyez ici. On a une petite résorption avec ankylose au niveau de la furcation de cette dent. Ça, on n'aurait pas pu le voir avec du voxel beaucoup plus élevé. Et donc, l'intérêt du code MIME, c'est de pouvoir adapter ce qu'on veut voir avec les réglages qu'on va faire. Le petit champ, le petit voxel et la dose augmentée. C'est ça qui va permettre d'avoir ces images où on a le résultat escompté, c'est-à-dire on peut faire un diagnostic cohérent. On s'aperçoit donc que le compromis, c'est vraiment la notion de base en imagerie. On va être obligé de sans arrêt jouer avec des notions qui ne sont pas compatibles. Et on va devoir les mettre en concurrence ou en symbiose pour essayer d'obtenir une image correcte. Première notion, c'est le contraste. Le contraste, c'est la différence entre les niveaux de gris d'une image et qui va dépendre du rapport signal-bruit. Le signal, c'est la dose. Le bruit, c'est cette espèce de moutonnement que vous avez vu. Donc, le rapport signal-bruit, il est bien meilleur pour un scanner puisque le scanner a une dose beaucoup plus forte que le code MIME. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va se remettre au scanner. Le code MIME a été choisi justement parce qu'il donne une faible dose. Donc, on a ce contraste qui va être difficile à déterminer. On a la résolution spatiale, donc la netteté de l'image, qui va dépendre de la taille du voxel. Et là, le code MIME va être bien meilleur que le scanner. Donc, encore une fois, on a deux choses déjà qui vont se mettre en compromis. Le bruit, ça, c'est le phénomène qui gêne le plus, mais qui gêne le plus quelles images? Les images où on a vraiment besoin d'une netteté absolue. Et pour ces images qui ont besoin d'une netteté absolue, on a quelque chose pour contrer le bruit, c'est l'effet, ce qu'on appelle le code MIME endo, mais qu'on ne fera pas que forcément pour de l'endo. On va le faire pour des petites fractures, on va le faire pour des zones chirurgicales très importantes à voir avec beaucoup de précision en éliminant le bruit. Donc, on augmente la dose, on enlève le bruit. Donc, vous voyez, toutes ces notions, finalement, les machines vont s'occuper de les mettre en concurrence et d'en sortir une image à peu près idéale. Mais nous, connaître ces différentes notions, que sont le contraste, la résolution spatiale et le bruit, nous permet de savoir exactement ce qu'on doit faire pour obtenir l'image que l'on veut obtenir. Donc l'impératif d'optimisation ne permet pas forcément d'obtenir l'image idéale, parce que l'optimisation, c'est, en général, je ne veux pas irradier mon patient le maximum, donc je vais essayer de diminuer la dose le plus possible. Et bien, malheureusement, des fois, on ne va pas pouvoir faire, parce qu'on va être obligé d'appliquer une dose plus forte que prévu pour avoir cette diminution du bruit. Donc vous voyez, l'optimisation, c'est quelque chose de relatif. L'optimisation va être la manière optimale de travailler pour obtenir la bonne image. Ça va passer par une dose faible, parce qu'on aura beaucoup de choses qu'on regardera avec des doses faibles, comme par exemple en implantologie, ou ça va passer par une dose forte en endodontie. Mais c'est comme ça. Et quand on dit dose forte, c'est encore une fois, ce sont des doses relativement fortes. C'est toujours dans les doses faibles ou très faibles. Et puis le compromis, il est constant, encore une fois, et heureusement, il ne dépend pas que de nous, il dépend aussi beaucoup des images. Alors voyons les deux types de résolution qui gèrent la précision de l'image. On a la résolution spatiale qui est la plus petite distance observable entre deux objets sans qu'ils se confondent. Donc c'est ce qu'on voit ici au niveau des pixels, mais c'est la même chose en voxel. Plus le pixel ou le voxel seront grands, moins l'image sera précise. Donc il faut savoir que plus on aura une volonté d'avoir une image précise, plus on va devoir diminuer la taille du voxel. C'est ce qui va donner tous ces détails. Ensuite, la résolution en contraste, c'est elle qui va nous permettre de distinguer des tissus de radio-opacité différents. Et par exemple, sur cette image que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, pour distinguer que c'est de l'os identique à cet os-là, il faut vraiment qu'on ait une résolution en contraste et une résolution spatiale suffisante pour le déterminer. Sinon, sur une radio en 2D qui va nous montrer des choses d'une manière un peu plus générale, on va dire, on va voir la 28, ça va être ici, ça va être une carie, ça ne va pas être de l'os. Donc, effectivement, c'est là qu'on voit l'importance de tous ces réglages, de toute la manière dont on va gérer les acquisitions, comment on va les concevoir au départ, pour qu'on ait à l'arrivée l'image qui nous convient et qui nous permette de faire le bon diagnostic surtout. Donc la résolution en contraste sera diminuée si la résolution spatiale
est trop élevé. Effectivement, les deux sont liés, on le comprend facilement. Donc la résolution spatiale, c'est la capacité pour nous à distinguer les structures fines dans une image. On l'a vu, ça va dépendre de la taille des voxels. Et en gros, cette taille des voxels, au niveau de l'intérêt qu'on a, nous, au niveau du code-mime, on va être entre 75-80 et 260-300. Après, au-delà de 300, ça devient moins intéressant au niveau de la précision qu'on va pouvoir avoir. Ça dépend du champ utilisé, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, le champ petit va nous donner des voxels petits. Maintenant, si vous utilisez un grand champ, vous n'aurez pas accès aux petits voxels. Le grand champ vous donnera accès à des grands voxels. Donc, tout est lié, et malheureusement, si vous voulez voir quelque chose de précis, il faudra faire du petit champ. Vous ne pourrez pas, imaginons qu'on veuille faire un 15-12 avec un voxel à 80 microns, c'est impossible. Donc, entre 100 et 125 microns, c'est ce qui va être indispensable pour faire de l'endo. Moins, c'est encore mieux, mais il faut à ce moment-là une capacité à augmenter la dose. Sur du 75-80 microns, on peut le faire, c'est beaucoup mieux pour l'endo, mais il faut que la machine ait cette capacité à faire ce qu'on appelle un code-mime endo, ou un code-mime avec une variation de dose qui va augmenter la dose pour enlever ce bruit qui nous permet de voir notamment les MV2, les fractures, etc. Donc entre 75 et 100, 125, on fera de l'endo de manière relativement intéressante. Entre 125, 150 et 300, on fera tout le reste du diagnostic et aussi de l'implanto. La taille des voxels va conditionner la finesse de l'image, donc la résolution spatiale. C'est illustré sur cette image où on voit vraiment la taille des voxels sur ces deux théières. Vous voyez là, vraiment la différence est énorme et ça donne une image précise ou pas. Ensuite, pour voir par exemple cette petite racine coudée avec toutes ces petites nuances, effectivement, le voxel est un élément vraiment incomparable. Et en ce qui concerne le code-mime, la résolution spatiale sera bien meilleure que celle du scanner. Donc vraiment, c'est encore une fois un avantage, même s'il n'y avait pas besoin d'en parler tellement c'était évident, mais la résolution spatiale, c'est l'élément vraiment innovant du code-mime. Donc les images 3D vont être d'une grande précision. Les voxels étant isotropes, je vous rappelle qu'ils vont être d'une grande précision dans tous les sens, dans toutes les dimensions de l'espace. Vous pouvez faire tourner vos coupes dans tous les sens, vous aurez toujours la même précision. Ça aussi, c'est un intérêt énorme. Le rapport entre la taille du champ et la taille du voxel, on en a déjà parlé, mais vous voyez, c'est très clair. Si vous prenez un champ qui est assez grand, un 16-16, c'est déjà un très grand, 160 mm, 160 mm, ça fait toute la face, effectivement. On peut faire de la céphalométrie, on peut faire plein de choses, même si c'est interdit, mais voilà, c'est la taille du champ qu'il faudrait. Vous voyez, on commence à 200 microns. On n'a rien en dessous de 200 microns, on monte jusqu'à 600, qui n'a pas grand intérêt, mais 200 microns, c'est déjà beaucoup. C'est pour faire de l'implanto, c'est pas pour faire du diagnostic ou de l'endo. Ensuite, si vous prenez l'échelle d'une dent, on aura des tout petits champs, 4-4, 4-5, 5-5, 6-6, voilà, tous ces champs-là vont être à petit voxel, c'est-à-dire on a 100 microns. Parfois, on a un peu moins, 75, 80. Et bien sûr, on va aller en haut, mais en bas, au niveau des petits voxels, c'est le petit champ qui donnera le petit voxel et le grand champ va donner du grand voxel. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, il y a une possibilité aussi que vous avez au niveau du code-mime, c'est de l'utiliser en collaboration avec d'autres images, d'autres techniques d'imagerie. La résolution étant vraiment excellente au niveau du code-mime, ce qu'il faut savoir, c'est que la rétroalvéolaire est encore plus précise. En fait, la plus précise de toutes, c'est la rétroalvéolaire. Simplement, il y a une grosse différence entre le code-mime et la rétroalvéolaire. Pour la rétroalvéolaire, vous imaginez, vous prenez un livre qui fait 200 pages, vous ouvrez la première page et vous avez en transparence les 200 pages qui défilent, enfin qui sont sur la même image. Vous les avez toute l'image de 200 pages en une seule. Ça, c'est la rétroalvéolaire. Le code-mime, vous tournez les pages une à une et vous avez chaque fois une coupe. Donc c'est vrai que les deux ont une grande précision, mais elles sont très complémentaires. Par exemple là, vous avez une endo avec vraiment une image de la cavité pulpaire et de l'anatomie canalaire qui est assez suspecte. Donc vous décidez, parce que vous avez cette intuition-là, qu'il faut mieux faire un code-mime. Et vous n'avez pas tort, le code-mime va vous apporter une image très précise de ce que vous allez pouvoir faire comme endo ou pas. Mais en fait, déjà, vous allez pouvoir l'envoyer, quand je veux dire ou pas, vous pouvez l'envoyer chez un endodontiste exclusif, mais en attendant, vous avez vraiment la solution de votre problème qui se présente. Vous pouvez anticiper toutes les difficultés et préparer votre traitement. Et puis, à la fin du traitement, vous refaites une rétroalvéolaire. Cet endo a été fait d'une manière où on a fait collaborer tous les systèmes d'imagerie. C'est-à-dire qu'on a pris une rétroalvéolaire qui nous a montré une difficulté possible. On fait un code-mime, on anticipe les difficultés, on simplifie notre traitement et notre stress lié au traitement. C'est valable sur une endo, c'est valable sur une dent de sagesse qu'on va extraire, c'est valable sur plein de choses. Donc ça, c'est extrait d'une thèse qui a été faite, mais vraiment important à comprendre que toutes ces techniques d'imagerie peuvent être mises en commun, en collaboration, pour essayer d'en sortir le meilleur.
La résolution en contraste donc, distingue des tissus de radio-opacité différentes. C'est très intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre, par exemple sur cette image, de visualiser cette hypersémantose. L'hypersémantose, c'est donc ce qu'on voit là. Là, on a la dent, qu'on voit très bien en contour, et l'hypersémantose, c'est ça. Donc la différence entre le sément et la dentine, quand vous regardez une rétroalvéolaire ou une panoramique, on voit pratiquement rien. Sur le Conmim, on a cette capacité à voir ça, c'est-à-dire que la différence entre les deux tissus, on la voit. C'est pas le même niveau de gris. Ça, c'est la résolution en contraste. Et c'est vraiment un élément important à prendre en considération parce que quand vous allez créer votre image de la manière la meilleure pour obtenir ce que vous vouliez obtenir, vous allez avoir accès à ça, accès à cette résolution en contraste qui va vous donner plein de solutions au diagnostic que vous devez faire. Il faut aussi considérer quand même que le scanner est bien meilleur que le Conmim au niveau résolution en contraste. Pourquoi? Parce qu'il y a une dose plus forte, donc on aura un nombre de niveaux de gris qui va être supérieur, qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de tissus représentés. Donc on aura plus de visibilité. Mais bon, le scanner étant le scanner, on va faire du Conmim, ce qui est déjà pas mal. On a déjà une résolution en contraste qui marche vraiment bien. Ensuite, c'est aussi pour ça d'ailleurs que le Conmim étudie que les tissus durs et pas les tissus mous, contrairement au scanner, qui peut avoir cette résolution en contraste qui nous permet de voir des structures dans les tissus mous. Ensuite, ce qu'il faut considérer une fois de plus, le bruit, je vous le remonte encore une fois, on est à du 150 microns, là on est à du 100 microns, et vous voyez la différence entre les deux images, beaucoup de bruit, très peu de bruit. Donc en 50 microns d'écart, on a une différence énorme en termes de bruit. Vraiment, ça c'est important de le considérer. Après, est-ce qu'on a besoin vraiment de voir une image sans bruit? Est-ce que le bruit nous handicape vraiment dans beaucoup d'images? Non. Le bruit, c'est un élément que l'on considère et que l'on voit tout le temps et qui ne nous embête pas du tout. Simplement, il y a des images où il faut savoir l'éliminer parce qu'on sait qu'il va nous gêner. Sur un MV2, par exemple, ça c'est sûr. Donc il faut vraiment à ce moment-là avoir cette présence d'esprit de faire le bon réglage. On va terminer le bruit avec quelques petites images encore, mais pour vous montrer ceci. Ça, c'est une image qui a été faite pour visualiser donc, cette dent surnuméraire qu'on voit ici. Un peu atypique, un peu spécial. On voulait voir sa forme, sa taille, les rapports avec les dents voisines. Qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme diagnostic? Alors on a fait quoi? On a fait un 8.8, champ moyen. Signal très peu puissant, 130 en DAP, c'est une panoramique. En gros, c'est une panoramique. Un voxel à 150 microns, qui n'est pas un voxel très fin, qui est un voxel moyen. Et le bruit, on le voit vraiment bien. Le bruit, vous voyez, il est vraiment très très visible. Et puis cette deuxième image, donc, où on voit vraiment cette image qu'on a déjà vue, de l'endo, où on a effectivement un champ tout petit, un 4.4 endo, avec un signal très puissant. On est à 412 en DAP au lieu de 130 pour l'autre acquisition. On a un voxel 80 microns, pratiquement la moitié, et donc très peu de bruit. Vous voyez, on a un bruit pratiquement insignifiant. Si vous comparez le bruit qu'il y a ici et le bruit qu'il y a là, c'est vraiment insignifiant. Donc le résultat, c'est qu'on a deux images totalement différentes, mais pour des choses que l'on voulait voir qui sont aussi différentes. Donc l'important, encore une fois, c'est de déterminer au départ ce que vous voulez voir. Une fois que vous avez ce que vous voulez voir, votre chemin vers l'image, il va se faire tout seul parce que c'est ce que vous voulez voir qui va décider du champ, du voxel et de la dose. Donc il n'y a même pas à hésiter. Toujours avec le bruit, il faut savoir que pour réduire le bruit de moitié, il faut quand même augmenter la dose, multiplier par 4, c'est ce qu'on a vu juste à l'instant, hein, on est passé de 100 à 400, et donc ça veut dire qu'on va échauffer le tube, on va irradier un peu plus notre patient, qu'on va augmenter peut-être le temps de rotation si on passe à un 360 degrés, donc on a un risque d'artefact cinétique. Il y a beaucoup d'inconvénients à augmenter la dose, mais c'est vraiment une question, encore une fois, de bénéfice-risque. Si le bénéfice, il est vraiment important, si je veux savoir si une dent est cassée, si une dent a un MV2, oui, je vais être obligé de faire ça parce que je veux une réponse concrète à la question que je me pose. On l'a vu aussi, la qualité de l'image et la corpulence, ça va jouer aussi, parce qu'en fait, plus une personne va être corpulente, plus il va y avoir donc de l'eau, parce qu'en fait, notre corps est constitué d'eau. Vous voyez, 3 cm 6 d'eau atténue le faisceau de 50%, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'à chaque fois que la machine va créer une image pour quelqu'un d'un peu plus fort, d'un peu plus épais, d'un peu plus même osseux, même musculaire, il va y avoir une augmentation de la dose. Donc certaines machines vont pouvoir détecter ça, c'est-à-dire que celles qui sont équipées de la vision Scout View, par exemple, vont nous permettre, en faisant un tour de la personne avant de faire l'acquisition, elles vont détecter la corpulence et adapter la dose. Sinon, vous pouvez aussi le faire avec les icônes que vous avez sur votre machine, petit, moyen, grand, obèse, vous avez tous ces réglages à faire, donc c'est pas très compliqué.